Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Lion du 21 janvier 2019, 5h17 temps GMT, positionné à 0 degré 51 minutes dans l'axe Lion-Verseau. Alors, on a ici affaire à une lune qui va être assez particulière, puisqu'on va voir les choses au fur et à mesure, parce qu'elle est d'abord emprisonnée dans une éclipse. Donc au programme, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord, je dirais, la définition de l'éclipse, d'accord? Ce que moi, je vois à l'intérieur de cette éclipse. Ensuite, on va avoir les aspects généraux de la pleine lune en Lion, donc axe Verseau-Lion. Ensuite, on va voir les aspects spécifiques de cette lune 2019, pleine lune, éclipse lunaire totale, etc. Et puis ensuite, on va voir les fuseaux horaires comme d'habitude, la numéro et du jour de l'éclipse. Et enfin, une troisième partie que je voudrais relier aux égrégores, encore une fois, pour vous montrer à quel point l'égrégore collectif peut se matérialiser très en amont, puisque ici, on va voir comment, toujours est la même chose, l'égrégore de la mort de Louis XVI, qui donc est notre égrégore révolutionnaire, vient se marquer dans notre société et reprendre par petites touches, marquer toujours son empreinte et son emprise. Donc c'est pas voilà, bien comprendre qu'au travers de ce qui s'est passé il y a quelques siècles, on peut déterminer vraiment la possibilité d'évolution collective, sachant qu'évidemment c'est fait pour ne pas être subi, c'est-à-dire qu'un égrégore qu'on ne subira pas va nous laisser des portes de sortie parce qu'on aura conscientisé toujours les choses. Alors, cette pleine lune en Lion, elle est importante puisqu'elle va nous amener simultanément une situation d'éclipse lunaire totale qui sera la dernière avant 2022 en Europe. Donc elle est visible depuis les Amériques et une grande partie de l'Europe, dont la France métropolitaine et un petit peu en Afrique de l'Ouest. Donc, exactement au niveau astronomique, la pleine lune sera dans l'ombre de la Terre de 3h34 à 6h51 temps GMT, puis l'éclipse sera totale 1 heure à partir de 4h41 temps GMT. Donc vous rajoutez 1 heure, ça fait 5h41 chez nous, France. Donc voilà, la phase d'éclipse totale durera 3/4 d'heure, d'accord? Donc elle est plus courte que celle de la grande éclipse de juillet de 2018, qui restera la plus longue du siècle. Donc la prochaine éclipse visible depuis l'Europe aura lieu le 16 mai 2022. Alors, elle aura aussi une coloration rougeâtre, comme on retrouve souvent dans ces éclipses, puisque c'est comme dans les couchers ou les levées de soleil en fait. Cette couleur rouge est réfractée, les rayons du soleil sont réfractés par l'atmosphère terrestre, et donc à partir de ce moment-là, la lumière bleue est plus absorbée que la lumière rouge, donc en fait il ne reste que le rouge, donc on voit du rouge. Voilà, bon, je vous le fais court, c'est un petit peu comme ça. Ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est qu'on a affaire normalement à une pleine lune, donc un phénomène où normalement on a le soleil et la lune en face et que la lune reflète complètement la lumière du soleil. Il se trouve que la Terre va venir un petit peu se mettre entre la lune et le soleil, donc va lui cacher la lumière. Donc au niveau symbolique, on est d'accord qu'on est censé avoir un tunnel, mais qu'on bouche le tunnel. Donc on crée du noir. Donc on va avoir un appel d'air, vous bouchez un tuyau,
qu'est-ce qui se passe? C'est que ça reflue, c'est comme si une pompe. Donc vous aspirez quelque chose qui n'est pas forcément voulu. D'ailleurs, on commence à le sentir. Aujourd'hui, je trouve que les énergies sont particulièrement lourdes et agressives. Hein, c'est ça depuis hier. Donc je pense que c'est ça qui commence à se matérialiser et finalement à se co-créer chez nous. Hein. Donc on va avoir donc une espèce d'aspiration comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça va nous ramener, hein. Mais pour moi, la symbolique est qu'on est censé avoir de la lumière et là on crée du noir. Donc si on crée du noir et qu'on bouge, on a forcément une aspiration, un appel d'air de quelque chose qui remonte. Donc non seulement la lumière disparaît, mais c'est l'astre lui-même qui paraît être avalé en fait. Donc il y a une symbolique quand même qui va rester à mon avis forte sur le fait qu'on risque d'avoir, je dirais, des énergies qu'on n'a pas eues depuis longtemps qui ont la possibilité de se matérialiser et de remonter. Alors pour moi, ça ne veut pas dire que c'est négatif, puisque on va laisser donc la partie, ce noir, aller directement se coller sur le soleil, en Verseau, qui est conjoint en nœud sud, donc on verra dans les aspects spécifiques. Donc est-ce que c'est pas une façon de activer quelque chose de collectif, des valeurs collectives qui seraient plus bonnes et qui devraient être nettoyées? Voilà. C'est ça, finalement, on a une partie de l'inconscient collectif qui devient accessible, donc il y a quelque chose qui s'embourbe là-dedans. Est-ce que c'est déclencheur de quelque chose ou pas? Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'inconscient collectif qui est visé dans cette histoire. Puisque la Lune, nous, on verra dans les aspects spécifiques, elle est conjointe au nœud nord, donc c'est la Lune d'évolution, or elle est masquée. Donc on n'a bien que la partie, la seule partie illuminée dans l'histoire sera la partie ancienne, sera nos anciennes énergies. Et là, on va faire un appel d'air pour aller, finalement, je ne veux pas dire jeter de l'huile sur le feu, mais globalement, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de réactiver une conscience collective, surtout que le soleil sera passé en Verseau de justesse, et donc on voit que d'ici là, qu'il y ait une conscience collective avec le Verseau qui émane de là et qui ait besoin d'être nettoyé, parce que on va voir que finalement la signification de la pleine lune en Lion, ce sont les valeurs, et que nos valeurs collectives ne sont plus adaptées. Donc que faut-il pour qu'on adapte nos valeurs collectives? Eh bien, il faut qu'il y ait des énergies qui réactivent plus les valeurs, je dirais, à nettoyer. Donc je n'ai pas d'idée plus que ça de ce que ça peut être, mais globalement, c'est le type de civilisation dans lequel on vit, qui est plutôt individualiste et qui est plutôt basé sur une collectivité qui va mettre en place, je dirais, non pas de la solidarité, mais de la discrimination. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que les valeurs qui sont véhiculées depuis cette révolution vont pouvoir perdurer? Eh bien, on verra avec, justement, à la fin, la mort de Louis XVI, la progressée, et finalement les transits qui existent encore sur ce thème de mort de Louis XVI, quelque chose d'assez intéressant, parce que on voit que ça continue à fonctionner, et que là clairement on ouvre un espèce de tunnel pour aller réactiver ou mettre en lumière tout simplement, hein, zoomer sur quelque chose où on dit bah non, voilà ce qu'on veut changer, d'accord? Donc derrière on peut avoir quoi? On peut avoir surtout qu'on va avoir pas mal de choses, à mon avis, et on verra pourquoi, qui vont être ciblées. Alors, une pleine lune en Lion, générique, on va dire, c'est quoi? Le Lion,
c'est la chaleur, c'est la générosité, c'est la solidarité, c'est le courage, c'est la noblesse. Ce sont des valeurs donc dites nobles, des valeurs d'expansion, voilà, qui sont très positives. Le négatif de tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui va donner des déséquilibres et des choses excessives au niveau de l'ego, qui va donner, je dirais, voilà, vraiment pas mal d'excessifs, hein, c'est surtout ça avec le lion, mais globalement, ces valeurs nobles dont on parle, c'est le sens de l'honneur, c'est la dignité, c'est l'intégrité, l'honnêteté, des choses comme ça. Donc on a, sans compter évidemment l'amour qui est sincère, droit, etc. Et je dirais que tout ce sens, même jusqu'au sens militaire du courage et de l'abnégation finalement dans la lutte. D'accord ? Ici, la Lune, elle est dans le signe du Soleil. Donc, c'est encore un signe. On nous coupe. Donc, c'est finalement conjointe. Elle sera conjointe à notre nœud nord. Donc, c'est le futur Soleil. Mais là, on nous coupe la lumière. D'accord ? Donc, elle se trouve donc dans le Soleil, dans le signe solaire. Et donc, en fait, c'est comme si on avait une espèce d'union, en général, du féminin et du masculin. On a quelque chose qui tend à vouloir s'équilibrer, qui tend à vouloir fusionner. Donc, la lune en lion, ça va être beaucoup de sorties, de mondanité. Il y a une notion d'admiration là-dedans. On a besoin d'admirer, il y a pas mal de notions de théâtralité. On va surjouer les situations qu'on va rencontrer. La lune, qui est l'émotion en lion, qui est un peu excessif, on peut avoir des pics d'émotions qui sont un petit peu grandiloquents, on va dire. Alors, il y a des relations... Donc, ça va amener de la chaleur dans les relations. Bien sûr, du coup, quand il y a le corollaire de ça, quand les valeurs nobles manquent, on assiste à finalement du mépris, du dédain et du manque de respect. Donc ça, c'est ce genre de choses sur lesquelles on va pouvoir se positionner finalement pendant cette période. On va jouer avec nos valeurs internes, avec les valeurs externes, avec les valeurs collectives. Donc on va se demander, mais finalement, moi par rapport à la loyauté, parce que c'est ça aussi, le lion, c'est la loyauté, je suis où ? Est-ce que j'ai trop de loyauté ? Finalement, c'est quoi la loyauté ? Bon, il y a des gens qui sont sans foi ni loi, comme je dis toujours. C'est bizarre, mais il y en a quand même un certain nombre. Et donc, globalement, c'est là-dessus qu'on va être amené à s'interroger. Donc, on va peut-être être amené à vivre des situations qui vont nous interroger sur le sens de nos valeurs nobles ou pas nobles. D'accord ? Donc voilà, il y a une possibilité, donc avec si on ne le maintient pas bien, et si on ne le prend pas en conscience, évidemment, d'avoir un ego qui devient beaucoup trop large, long, comme vous voulez, et donc on va aussi avoir l'impression qu'on a plus de confiance en soi. Plus de confiance en soi sans avoir l'assurance de choses et de compétences diverses, ça peut donner des boulettes. On est d'accord. Donc du coup, si on a plus de confiance en soi, on va devenir dominateur. On va avoir un comportement qui va être un comportement excessif, qui va être autoritaire, qui va avoir besoin de contrôle, de contrôler les autres. Notamment tout ce qui va être affectif, ça va vouloir être contrôlé en fait. D'accord ? On veut être au centre des choses aussi avec le lion. Le lion, c'est le centre et donc de la vie en général, d'accord ? Donc c'est un signe qui donne beaucoup, mais qui veut recevoir, d'accord ? Le côté du lion, joint à la maison 5, c'est la créativité. Y a pas mal de choses qui vont être favorisées évidemment avec la lune.
Lune en Lion, il y a beaucoup de créativité possible, évidemment. Notion de territoire, on défend son territoire. On est... on a une notion de limite et on peut avoir sentir que cette limite, elle est pas forcément placée au bon endroit. Donc on peut vouloir faire bouger avec la lune les limites, d'accord. De même, le lion, il peut y avoir beaucoup de colère à l'intérieur du lion. Donc la lune, avec les émotions qui va venir rajouter des choses, peut amener des accès de colère. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous toucher au niveau émotionnel. Alors après, il faut voir quel type, etc. Mais surtout, la lune en lion, c'est l'interrogation sur nos valeurs. C'est quelles sont nos bases, sur quoi on est construit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut reprendre à notre compte des valeurs nobles qu'on aura vues quelque part et qui nous touchent finalement. Voilà, ça c'est l'aspect générique d'une lune en lion. Alors maintenant, notre lune spécifique. Notre lune spécifique, elle est, comme on voit, elle est bien lourde. Donc, mais elle est utile, hein, attention. Hein. Elle est, comme on voit, lune lion conjointe nœud nord en cancer. Donc le nœud nord en cancer, c'est la spontanéité, hein, c'est la famille, c'est la spontanéité, c'est les enfants, les femmes. On est sur quelque chose qui veut avoir de la joie de vivre, qui veut avoir de l'égalité, c'est la démocratie. Donc encore une fois, on va aller vers quelque chose qui va nous faire choisir la démocratie. Donc on va vers là, hop, on se dirige vers ce genre de choses, avec des valeurs, évidemment. Cette lune en lion, elle va nous dire, mais finalement, moi je veux bien d'avoir tout ça, un truc spontané, un truc chaleureux, un truc qui prend soin de moi, etc. Mais je veux bien, quelles sont les valeurs dont il y a besoin là-dedans, en fait. Et en face, on a un soleil en Verseau qui va finalement nous amener à regarder le collectif, nous amener à regarder la solidarité, nous amener à regarder quelles sont les valeurs de liberté. Le Verseau, c'est la liberté. C'est aussi la rébellion, c'est la contestation, c'est des choses comme ça, la révolution. Bon, on n'en est pas là. Ce soleil, dans cette lunaison, il est très intéressant parce qu'il est conjoint à nœud sud, Karma, l'astéroïde, Mercure, et puis plus loin, on a toujours en Capricorne, évidemment, parce qu'il n'est pas prêt d'en sortir, Pluton et Saturne. Donc, plus loin, on a Phallus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les valeurs collectives telles qu'on les voit, le mental associé à ça, sont associées aux vies antérieures et au karma. Comme si on ne voulait pas le voir, comme ça, c'est dit, c'est écrit, c'est machin, etc. Et là, on nous dit, bah, clairement, va falloir réfléchir à ça parce que le mental, il est trop dur, parce que la façon de voir votre système totalitaire, enfin, en tout cas pyramidal, est trop rigide, ne met pas en avant la base, ne met pas en avant les valeurs et la noblesse des valeurs, etc. etc. Donc c'est l'austérité, c'est la restriction, ce sont les limites, ce sont les transformations qui dépouillent, mais ce ne sont pas les valeurs nobles. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va aller regarder à quoi c'est relié. Ici, la lunaison est reliée, comme on le voit, à un grand carré en haut. Deux carrés, donc la lune et le soleil sont tous les deux carrés à Pallas en balance. Déjà, les dernières fois, on avait vu que la Pallas en balance, c'était finalement une espèce d'incarnation de la diplomatie, de la stratégie politique. On va voir que pour le GMT+1, c'est-à-dire Paris, et la France, et le Maghreb et l'Europe, ça se confirme. C'est-à-dire qu'on a ici des valeurs anciennes et futures qui se heurtent,
qui sont en tension, qui sont dans l'incompréhension de cette stratégie politique et de cette je dirais, diplomatie. Donc ça veut dire qu'on est dans un truc qui est quand même assez balèze, parce que ni les valeurs anciennes, ni les futures ne sont en accord avec ce qui se passe en ce moment. Donc ça, c'est quand même à noter, parce que il y a vraiment quelque chose qui a dû être changé, quelque chose qui a été décidé pour être soldé. On a le mental qui à la trappe, tout ce qui est vie antérieure et égrégore antérieure qui est lié au karma, il faut solder, il faut modifier, il faut tracher. Bon, mais c'est pas tout, parce qu'on voit que ça fait un carré, un vrai carré. Donc, avec les diagonales, donc du coup, de l'autre côté de notre lunaison, on va avoir Uranus. Uranus est toujours opposé à Pallas. Donc, on a toujours ce Uranus en bélier qui est l'individualité éclairée. L'individualité qui, grâce à l'éveil que procure la lune noire et Vesta en Verseau, accède à la pleine conscience. D'accord ? Cet individu est opposé à ce qu'on lui prodigue au niveau diplomatie et au niveau stratégie politique. Donc je me demande bien ce que le grand débat ici va pouvoir alimenter, parce qu'on a quand même alors c'est une opposition, donc il y a un équilibre qui peut être trouvé. Malgré tout, les carrés qui sont là sont absolument fermés et ne permettent pas de dire qu'on peut trouver une modalité d'action. D'ailleurs, Pallas, elle est le seul lien qu'elle va trouver de positif, ça va être un trigone avec Vesta. Donc, une sortie par un solde karmique. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui est très, très, très lourd dans l'histoire, d'accord ? Parce que finalement, il y a beaucoup de carrés, il n'y a pas vraiment de porte de sortie. Alors, il y en a quand même. Quand on regarde cette lunaison, en fait, on a un grand triangle qui va nous amener de la Lune à Cérès, en Scorpion. Donc la Lune, trigone Cérès, et trigone Chiron en Poisson. Cérès étant également trigone à Chiron en Poisson. Ici, on peut dire que finalement, on a une porte de sortie qui est une sorte, si on l'accepte comme telle, avec ce qu'il faut au niveau de la conscience, on a une récolte quelque part et une guérison. Donc c'est le moment de la récolte de ce qui a été semé pour pouvoir accéder à un autre chemin, et c'est la guérison, d'accord, de Chiron en Poisson, c'est vraiment une guérison par la compassion d'un maximum de monde, de l'humanité. C'est l'esprit christique de la chose. Voilà. Le soleil, lui, va être également sextile Chiron. Donc ça veut dire que on a une possibilité d'avoir, avec de la conscience, une guérison des valeurs et des outils anciens. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est encore assez important, parce que ça montre que globalement, aujourd'hui, on ne cherche pas à nous faire évoluer pour l'instant vers ce qui nous attend, c'est-à-dire la Lune et le nœud nord sont clairement bouchés et ils sont accessibles par la pleine conscience. Par contre, le Soleil, Mercure, nœud sud, karma sont guérissables, d'accord, par le biais de Cérès aussi, donc de la récolte de la vérité. C'est-à-dire que si on accepte de voir ce qui se trame au niveau collectif et que on peut l'intégrer, d'accord,
consciemment, à pleine conscience, puisque le Soleil est en Verseau. Donc si on accepte de l'intégrer via l'énergie d'Uranus, finalement, on va réussir à atteindre l'autre Chiron, c'est-à-dire la guérison. Donc ça veut dire que ça passe quand même par une certaine forme de conscience et par une certaine forme de recul, je serais tentée de vous dire. D'accord? On n'est pas sur quelque chose qui va buter et qui va être subi, etc. Non, là, il faut faire clairement un effort. Il faut clairement dire, mais non, c'est un truc qui me convient pas. Et je ne me vois pas avoir ce genre de choses. Alors, on a aussi quelque chose qui est intéressant. On a un aspect de la lunaison à Junon, c'est-à-dire qui est en Taureau et qui est toujours notre idéal de nouvelle terre, en fait. Hein. Donc, on a cette possibilité, en passant par cette nouvelle terre, également de pouvoir, donc en se branchant clairement sur les vibrations de Gaïa, on a une possibilité également de ne pas subir ces vibrations d'appel d'air, de je ne sais quoi qui risque d'aller nous chatouiller. Et voilà. On a quand même cette porte de sortie en se basant sur les vibrations de Gaïa. Donc ça, c'est quand même, de Gaïa pas actuelle, hein, de Gaïa de Gaïa 2. donc voilà. Ça, c'est donc les aspects essentiels. Il faut bien comprendre que là, ce qu'on cherche à nous faire travailler, c'est la prise de conscience de nos valeurs collectives et de nos valeurs individuelles. Et que ça, c'est pas fait pour nous faire plaisir, c'est pas fait pour nous faire du bien, c'est fait vraiment pour nous réveiller et nous amener à réfléchir. D'accord? C'est pas pour autant, c'est pas pour rien plutôt que Mercure. Et dans cette histoire de nœud sud et de karma, c'est pas pour rien que ça se passe au début de tout ça avec le Soleil en Verseau et qu'on peut pas accéder je dirais, aux nouvelles valeurs parce que déjà on n'a pas nettoyé les anciennes. Voilà. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors dans les autres aspects, on a quand même des choses qui sont qui peuvent être assez jolies, hein, malgré tout. Hein. On a une conjonction Vénus-Jupiter. Et ça, c'est une conjonction, surtout qu'elle est en Sagittaire, d'une chance absolue. D'accord? Je pense que c'est la conjonction qui matérialise la chance, en fait. Au niveau astro, je pense que ça ressemble à ça. Alors, elle est carré Neptune, donc c'est-à-dire qu'on peut être un peu brouillé à ce niveau-là, et donc, du coup, on peut avoir beaucoup de chance, mais pas comprendre pourquoi on a de la chance. Et surtout, finalement, s'auto-saboter. Donc, il n'y a pas de limite là dans cette histoire. Évidemment, l'argent va être très favorisé, les spéculations vont être très favorisées avec quelque chose comme ça. Surtout qu'on a en plus un trigone à Mars en Bélier qui va inciter à ce qu'il y ait des actions de spéculation menées dans ce sens ou des moments où on peut déclencher cette chance. Donc ça, c'est intéressant. Alors au niveau affectif, parce qu'il y a aussi un niveau affectif là-dedans, il peut y avoir un grand équilibre qui peut se générer avec quand même un poil d'excès. Hein. On est avec le trigone à Mars en plus, il y a beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent amener à des excès relationnels, aller trop loin dans une relation, donc surtout que le carré à Neptune va empêcher la conscience que finalement cette relation n'est pas forcément pour nous. Donc attention aux réveils brutaux quand même une fois que la chance est passée. Mars donc est situé en Bélier et donc trigone à ce Vénus conjoint Jupiter, il va y avoir de la passion dans cette histoire. C'est encadré par une sorte de légitimité. Vénus-Jupiter, ça peut vouloir être une volonté de légitimité. Oui, pourquoi pas. C'est jamais... mais attention, pareil, à ce qu'on signe. En tout cas, à ce qu'on ressent
parce que le ressenti peut quand même, avec ce carré à Neptune, peut quand même... on a une perception de la réalité qui est super altérée quand même. Hein. Donc il faut... on peut se faire des idées, donc surtout ne pas prendre ne pas s'emballer. C'est tout, parce que là c'est vraiment une conjonction d'emballement et attisé par Mars, ça peut donner des choses qui finalement ça donne pas grand chose à la fin. On a toujours notre carré Mars-Saturne aussi, ce qui nous donne toujours une difficulté à harmoniser notre action qui est Mars et le contrôle de notre environnement qui est Saturne. C'est aussi évidemment toujours, hein, je vous le dis, la fracture des os. Donc on ne fait pas de moto, on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ne pas glisser, etc., etc. Parce que globalement, on va être tenté avec Mars d'agir de façon impulsive et de ne pas avoir conscience de ce qui se passe en fait, de pas avoir de se taper dans le mur en fait, tout simplement. Donc on va manquer de souplesse, on va manquer de discernement, on va manquer d'adaptation. Mars veut absolument passer en force, là où Saturne veut le contrôler et dit stop. Donc voilà, faut faire attention. Lune noire, toujours carré, lune noire conjointe Vesta en Verseau. On est toujours là-dessus, sur cette conjonction qui n'en finit pas, mais qui, à mon avis, est là pour nous faire du bien, c'est-à-dire que c'est l'éveil collectif. Alors évidemment, à condition qu'il regarde sa part obscure de la lune noire. Mais on a quand même les différents strates de voile de la lune noire, pour moi, peuvent être... levés les uns après les autres en fait, hein. C'est ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a peut-être avec cette conjonction qui dure une espèce de progressivité et puis de plus en plus avec le Verseau une notion de liberté en fait, d'accord, d'indépendance. D'ailleurs je crois qu'il y avait Lune Soleil, je le rechercherai, mais je crois que Lune Soleil avait écrit il me semble là-dessus, donc je vous le rechercherai parce que c'était très bien écrit ce qu'elle avait fait. La pleine conscience, donc évidemment là-dedans c'est activé, hein. On est en Verseau, Uranus est fin Bélier, donc c'est l'individu. Donc on cherche à ce que chaque individu finalement qui est touché par ça puisse aller rechercher sa conscience à lui de son environnement. D'accord? Donc récupérer dans un premier temps, je pense que la première étape de l'acquisition de la conscience, c'est la liberté en fait. D'accord? Donc avec Vesta, on va remettre les vieux idéaux. Comme le soleil est arrivé, ben, ça va nous permettre de jouer avec. Et puis, on va rassembler finalement les opinions. Là, on va avoir des groupes d'opinions finalement. Ça cadre assez bien avec ce fameux débat où on va être amené à exprimer quelque chose pour plus de liberté normalement. Hein. Peut-être encore selon des vieux modèles, mais voilà, il y a des choses qui sont véhiculées par ce Verseau, qui sont quand même liées à la liberté, à la contestation, voilà, c'est à la rébellion, au refus de la contrainte en fait. Hein. Il y a une espèce de conscience normalement avec une conjonction comme ça de la contrainte qu'on est capable de supporter au niveau collectif. Et donc finalement ça va nous ramener des égrégores de contestation qu'on a déjà vécu et on verra comment dans la troisième partie pour être amené à retrouver finalement son potentiel de liberté et d'autonomie quelque part. Hein. Notre propre souveraineté, sans parler de celle de la nation. Voilà. Alors, on va passer maintenant au fuseau horaire. Alors, les fuseaux horaires, on va d'abord faire celui GMT plus 1, donc Paris, Europe et Maghreb, que je promets que je vais faire attention d'écrire correctement. Excusez-moi.
Pleine lune donc à 5h17, ascendant 23 degrés 01 minute Sagittaire. Alors lui, il n'est pas loin d'être conjoint à Jupiter-Vénus, mais finalement Jupiter-Vénus est en maison 12. Donc on peut peut-être avoir de la chance, mais on a la chance dans une épreuve. Ouais. Donc ça veut dire que finalement, est-ce que ce n'est pas l'épreuve qui est notre chance? Donc l'ascendant Sagittaire va ramener quoi? L'ascendant Sagittaire, il va ramener de l'expansion, du dynamisme, de l'ouverture. Ça peut être de l'ouverture aussi sur l'étranger. On peut avoir différents sujets qui vont taper à l'étranger. C'est ça que ça veut dire aussi. Différents sujets comme Jupiter est en 12, ça peut être et que Vénus est aussi la reine de la diplomatie. Ça peut être des choses qui sont révélées au niveau étranger et qui vont apparaître là. D'accord? Jupiter étant maître de l'ascendant, lui, il va nous réclamer plus de légalité, il va nous réclamer plus de transparence et plus de franchise. Bon, il est en maison 12, donc du coup, c'est peut-être ça qu'on n'aura pas. Voilà. Donc la légalité, effectivement, je pense qu'il y a des choses au niveau du pouvoir dont on n'aura pas les tenants et les aboutissants maintenant. Là, la maison 12, elle nous dit clairement que tout ça, ça va encore rester un petit peu caché. Le commandement doit être transformé, forcément, ce Jupiter-Vénus, mais il est soumis finalement à des réactions émotionnelles. Il est en sextile à Vénus, à Vesta de lune noire. Et donc, en fait, Jupiter, donc le pouvoir invisible, finalement, travaille pour l'éveil du plus grand nombre, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est peut-être ça notre chance. C'est qu'il y ait des possibilités de choses qui se passent ailleurs qu'on ne voit pas, qui vont pousser pour que, finalement, il y ait une deuxième strate d'éveil et que ça puisse se matérialiser. D'accord? Donc, c'est comme, en fait, s'il y avait... deux têtes, donc un pouvoir là, invisible, et puis un autre visible qui est Saturne en Capricorne, en maison 1, qui va s'opposer finalement à toute action, puisqu'il est carré Mars. Donc qui va s'opposer à toute action et tout mode d'expression, puisque de toute façon, Mars est en 3. Donc la communication, l'ouverture, etc., etc. Donc on a peut-être quelque chose, une espèce d'affrontement entre quelque chose, des énergies invisibles qui nous poussent à être ce qu'on est, et un pouvoir en place qui finalement... voilà, il y a une sorte de pouvoir enfermé quelque part qui n'a pas l'autorisation d'être à découvert, visiblement, et l'action en corollaire n'est pas acceptée et n'est pas autorisée par Saturne. Donc c'est comme s'il y avait une espèce d'ambivalence des choses énergétiques. Un petit peu comme cette éclipse d'ailleurs. Donc ici, on a la lunaison, elle a lieu dans l'axe à peu près maison 1, maison 2, donc ce qui concerne le territoire et ce qui concerne aussi ses possessions, son argent, etc. Et le corollaire 7-8, ce qui évidemment, avec la 8, demande une transformation, d'accord, de toute la zone et de son aspect matériel. La conjonction Vesta-Lune Noire en Verseau est située donc en maison 2. Donc ça va parler des aspects de sécurité, des apports, je dirais, matériels du taureau, donc notre argent, nos maisons, notre bien-être. Finalement, ici, on demande une transformation, on demande un éveil, finalement, sur l'argent. On demande un éveil sur ce que fait la collectivité avec soit l'argent,
soit les possessions, soit la réalité, soit le matériel, d'accord? L'éveil, il est demandé dans ce secteur-là, en fait. Hein. Mars et Chiron, donc, vont aller nous chercher une espèce de guérison de la communication qui est restée muette. Alors, le Mars en bélier, il a plutôt tendance à s'exprimer par les coups, par la violence, par une action en tout cas forte et ciblée. D'accord? Qui sera, elle, visible. Même si elle est, je dirais, fomentée par quelque chose qui ne l'est pas. D'accord? Uranus est en cuspide de 4. Donc ça veut dire que la maison 4 étant le foyer, Uranus étant la liberté, la pleine conscience, etc. Donc ça parle de mettre effectivement de la conscience dans nos structures profondes. D'accord? Dans tout ce qui concerne nos vies au niveau transgénérationnel, nos familles et finalement tout ce qui sort de la famille, tout ce qui rentre de façon à pouvoir comprendre quel est l'argumentaire de la famille, comment finalement elle s'est déroulée, comment elle s'est modélisée. D'accord? Donc en fait, ça nous permet de prendre conscience de tout un tas de schémas familiaux, certainement, individuels, qui vont finalement devoir être laissés. Uranus est opposé à la stratégie et la diplomatie. Il y a certainement des moments où il n'y aura plus de diplomatie. Donc ça peut être aussi en association avec des comportements de la mère ou du père, parce qu'en fonction des astrologies, la maison 4, c'est la mère ou c'est le père. Moi, pour moi, c'est plutôt la mère, mais il y a les deux. Donc, voilà. La maison 4, c'est aussi parfois associé à la fin de vie. Donc, qui est aussi gérée par le signe du Cancer. D'accord? Donc, finalement, Uranus va avoir tendance à aller éclairer cette zone-là, d'accord? À aller éclairer cette zone de fin de vie, cette zone de mort, et à la fois cette zone familiale qui devient invisible au fur et à mesure des générations, mais aussi cet ancrage de la maison 4 qu'elle peut avoir dans un pays, dans une région. Donc en fait, c'est un petit peu... c'est comme si on nous questionnait ici sur nos valeurs d'appartenance à un territoire. Comment est-ce qu'on se sent appartenir à un territoire et quelles sont les valeurs qui le montrent en fait. Donc voilà. Évidemment, Uranus là-dedans peut très bien faire exploser la zone. D'autant qu'il est toujours évidemment opposé à cette stratégie politique et que on est d'accord, il y a ce problème d'anciennes valeurs qui lui plaît pas, d'accord, et de même que pour lui Uranus, qu'on va considérer que tout ce qui tourne autour de la liberté regarde d'abord les individus, d'accord, voilà. Alors au niveau Hawaï et Tahiti, GMT-10. Donc là, on a une pleine lune le 20, plutôt, hein, à 19h17, ce qui nous donne un ascendant 11,59 Lion. Donc ici, ça va vraiment renforcer les dispositions de la pleine lune dans l'axe Verseau-Lion. Enfin, Lion-Verseau. Ici, en plus, on est dans un axe 6, maison 6, 12. Donc 6, c'est le quotidien. Donc on a le soleil qui est en 6. Donc vraiment les vieilles structures, les vieilles habitudes, les vieux schémas du collectif dans le quotidien, dans la santé, dans le travail, voilà. Et ça va remonter, ça va se réactiver. Donc on va voir qu'on est dans des systèmes qui sont des systèmes rigides, avec des règles, avec un côté politique, qui vont aller finalement restreindre ou contraindre un petit peu tout notre quotidien. Avec la lune qui va être en 12, la lune elle est cachée ici, d'accord? C'est en corrélation ici avec le signe des poissons,
Donc il y a beaucoup de possibilités, si on se branche sur les bonnes énergies, de compassion, et qui doivent nous mener vers la sortie de quelque chose, en tout cas sortie d'un chemin qui est très rigide et qui est très tortueux. D'accord? Le nœud nord et la lune, le nœud nord en Cancer et la lune en Lion, bien évidemment que ça parle de famille et de valeurs familiales. D'accord? Ça parle aussi de ce qu'on vient de voir il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire de conscience du territoire. D'accord? Ça, il faut aller les chercher. Les énergies sont encore complètement cachées puisque la lune et le nœud sont en 12. Donc on est sur des énergies nouvelles qui ne sont pas encore, je pense, accessibles de façon facile, qui sont peut-être qu'on peut sentir, on va dire, mais qui ne sont pas forcément tout de suite à la disposition parce qu'il faut d'abord qu'on fasse autre chose. D'accord? Donc l'idée, ça va être de travailler d'abord sur ces anciennes valeurs du quotidien, d'accord? Et ensuite de pouvoir remettre en lumière finalement nos valeurs familiales, nos valeurs nobles d'existence. Et ici, Uranus étant en 9, on va avoir des possibilités de pleine conscience de l'individu qui doit amener justement à comprendre pourquoi il faut rejeter telle ou telle chose et pourquoi il faut adapter ou revenir sur certaines valeurs. Mars et Chiron sont en maison 8, maison de la mort, des bouleversements, des changements d'état. Donc ici, clairement, l'action et la guérison demandent à ce qu'il y ait des choses qui soient transformées. Il y a donc quelque chose qui arrive et qui par la lutte, par un accident, par quelque chose qui est de l'extrême compassion, va pouvoir amener une guérison. Mais il y a une transformation là-dedans. Hein. Il y a une mise en lumière à faire parce que c'est quand même pas très très clair. Neptune est aussi en maison 8, ce qui nous indique qu'il peut y avoir malgré tout une sorte de voile un peu brumeux sur ce qui peut être vécu aussi en fin de 7. Hein, donc sur ce qui peut être vécu dans les changements d'état et dans certains couples. Le partenariat peut être très bien compliqué à vivre, d'accord, dans certains couples. Saturne en 6, c'est évidemment la restriction de ce qu'on peut imaginer dans notre quotidien pour nous faciliter les choses. Des blocages divers et variés, des restrictions, des limites, des choses vraiment pas très sympas. D'accord ? Voilà. GMT -7, Californie, Yellowstone, Mexique. Ici, on a une pleine lune le 20 janvier, 22h17 heure locale, ascendant 29 degrés, 16 minutes, Vierge. Donc complètement fin de la Vierge. Donc ici, on a une notion de service, d'accord ? On va parler de service. Le signe de la Vierge, l'ascendant Vierge, c'est toujours une notion de service. Hein. C'est toujours quelque chose qui va parler de santé, d'alimentation, d'hygiène. Chiron est en face, donc on met sur l'ascendant. Donc on va avoir quelque chose qui va chercher la guérison du partenaire, chercher la guérison des contrats, des associations, voilà, des choses comme ça. D'accord ? La lunaison est-elle située dans la maison du foyer, en 4 et 5, donc foyer et enfant et aspect créatif. Donc on va finalement, on va parler des valeurs, des anciennes valeurs et de la collectivité. Qu'est-ce qu'on fait à nos familles? Comment on gère les gens? Comment on gère les enfants? Comment on gère les personnes âgées? Comment on gère finalement ceux... C'est horrible ce que je vais dire, mais ceux qui ne sont rien qu'on rencontre dans les gares, comme dit notre président. Voilà, il y a vraiment
là, on nous demande de passer en revue ces différentes valeurs-là, parce qu'il y a Vesta et Lune Noire sont en Verseau en 5, donc il y a des voiles qui vont se déchirer au niveau du collectif, au niveau affectif du collectif, au niveau des enfants, au niveau des valeurs, au niveau de ce qui est intéressant pour nous, au niveau de ce qui est ludique par exemple, de ce qui est vraiment la joie de vivre, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qu'on va devoir accepter de voir. Il y a des voiles qui vont se libérer et on va être obligé de voir que effectivement nos enfants c'est pas ce qu'on croyait, que nos parents il y a eu des choses qui n'ont pas été faites, etc. etc. Il y a matière à voir un petit peu la façon dont on se positionne par rapport à la famille, à tout ce qui a été les vieilles structures de notre histoire en fait. Hein. Donc voilà. Uranus est en 8. Uranus est en 8 et fait même un iode avec l'ascendant et Cérès en 3. Donc ici, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de rendre service et il y a un besoin de transformer les choses et de prendre conscience et d'utiliser la pleine conscience. Donc il y a vraiment quelque chose dans cette zone-là qui va devoir être libéré, qui va devoir être exprimé, d'accord ? Parce que c'est pas d'une simplicité limpide. Donc il y a des choses qui vont... il y a une récolte de la communication, il y a une récolte de la vérité en fait, parce que Cérès est en Scorpion. Donc à force de creuser, on va avoir quelque chose qui va ressortir et qui va pouvoir permettre à un certain nombre de personnes de comprendre les choses et finalement d'accéder à un état de transformation. Uranus est aussi évidemment opposé à la stratégie politique, donc là encore on peut manquer, d'accord, il peut y avoir une rigidité au niveau de cette stratégie et cette diplomatie qui va entraîner, mais le Scorpion étant en 2, une perte d'argent ou vraiment une problématique d'argent grave. D'accord. D'ailleurs, je suis en train de penser, effectivement, dans cette zone-là, ça doit être le shutdown qui continue, à mon avis. Hein. Ni plus ni moins, parce que là, le patrimoine est clairement menacé par un problème politique. Donc, effectivement, ça se tient, quoi. Hein, ça se tient. Par contre, la communication, elle est favorisée. Hein. Jupiter, Vénus en Sagittaire et en 3. Et donc, il se peut malgré tout qu'il y ait de la chance au niveau financier pour cette zone. D'accord ? Donc, il y a les deux, en fait. Il y a un coin qui a été bloqué et qui doit changer d'état et prendre conscience. Et il y a une autre bout qui peut bénéficier finalement de la chance qui est matérialisée dans le truc, quoi. GMT, moins 5. Ici, la pleine lune a lieu le 21, 0h17 heure locale, ascendant 28 degrés 27, Balance, donc totalement conjoint à Pallas. Donc ici, l'ascendant Balance va parler de stratégie politique, va parler d'harmonie, va parler finalement de positionnement du féminin également dans certains thèmes, et il y a des hésitations. Hein. L'ascendant Balance, il est tout le temps en train souvent d'hésiter, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quoi prendre comme décision. Donc ici, Uranus, qui est en face, va évidemment demander de la lucidité. De la lucidité sur le couple, de la lucidité sur les partenaires, donc de la lucidité sur le matériel, sur la conscience finalement de ce qui nous permet, de ce qui est associé à nous. D'accord ?
Donc il y a aussi un certain nombre de choses qui peuvent être revues au niveau des contrats au Québec. Mais, donc c'est pas tout. On a beaucoup de choses. La lunaison, elle a lieu en maison 3. Donc qui est la maison de l'intelligence, de la communication, de l'entourage proche. Et donc ici, on peut avoir beaucoup d'essais de communication de l'ancien, de ce pouvoir en place. D'accord? Qui va un petit peu générer tous azimuts. Hein. Mars étant en bélier en maison 6, donc il y a une action vive dans le travail, beaucoup d'énergie dans le travail, ou de la santé, ou dans le quotidien, d'accord? Donc on n'est pas du tout d'accord avec ce qui est communiqué dans le quotidien, ni d'accord avec ce qui est communiqué au niveau officiel, puisque c'est en carré à la maison 3, et on commence à juger que la communication qui est faite n'est pas forcément tout à fait la bonne. Voilà. Et on le fait savoir. Donc ça peut être appliqué, quand je vous dis ça, ça peut être appliqué au plan collectif comme au plan individuel. Hein, on est d'accord. Jupiter, Vénus se retrouvent en 2, donc on a toujours de la chance encore plus au niveau matériel. Donc, mais attention au niveau affectif, parce que les relations du coup carré Neptune en 5 peuvent être clairement donner des désillusions plus tard. Hein. Donc surtout les liaisons qui ont lieu dans le travail, parce que le trigone est avec Mars en 6, etc. Si ça vous prend, posez-vous la question de savoir si c'est ok ou pas, hein, parce que ça peut très bien pas être ok après la lunaison. Hein. La lune, justement, en Lion, elle est en maison 9 avec le nœud nord. Donc il y a vraiment des choses qui vont être faites pour l'évolution. Des actions, des choses qui... Ça ne va pas forcément nous faire tous plaisir, hein, mais ici, au Québec, il va se passer des choses qui vont aller chercher les valeurs qu'on cherche. Hein. Donc ça peut très bien ne pas être tout à fait très agréable au démarrage, mais ça créera de l'évolution. Alors, Guadeloupe et Martinique, -4, GMT -4, 21, donc pleine lune le 21, 1h17 heure locale, ascendant 16 degrés 15, Scorpion. Donc, du coup, on cherche à trouver toujours ce qui est vrai. On cherche la vérité et on cherche l'essentiel, d'accord? Le maître du Scorpion, qui est Pluton, lui, il est en contact avec la lunaison, d'accord, en maison 3. Donc, quelque chose doit être mis clairement en lumière. Peut-être au sujet de, je sais pas, d'une accusation, de quelque chose qui aurait pu être mensonger, des choses qui ont été dissimulées. Voilà, c'est important. Vesta et Lune Noire sont en maison 4, donc on va chercher à faire évoluer les gens au niveau familial. D'accord? C'est vraiment le foyer qui est visé pour essayer de dégager des membres qui comprennent la même chose en fait. Donc on essaye de cibler tout le monde en réactivant des trucs un peu pourris et on regarde qui comprend quoi. D'accord? D'autant que finalement ce qui est recherché aussi c'est la guérison des enfants. Chiron est clairement en maison 5, en poisson, donc là il y a vraiment une demande de la guérison des enfants. C'est bien ça, quand c'est comme ça. Donc Uranus en 6, plus Mars qui n'est pas très loin, va indiquer que quelque chose peut devenir insupportable dans le quotidien. Il peut y avoir quelque chose au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau de... qui soit un manque de liberté, c'est aussi ça. Et là, il peut y avoir une sorte de contestation qui prend cours, quoi. Saturne en maison 3 va bloquer la communication. Donc on contrôle, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, on contrôle toute la communication. Ça, c'est recta. La réunion, GMT plus 4. Alors, la pleine lune aura lieu le 21-01 à 9h17.
Heure locale, ascendant 16 degrés Poisson. Donc il est effectivement conjoint Neptune. Donc là, ici, on a, je dirais, un rapport très important avec la sphère neptunienne, donc avec l'eau, l'océan évidemment, et la sensibilité évidemment à plusieurs niveaux, hein, que ce soit jusqu'à la compassion et l'amour inconditionnel, ou que ce soit simplement le fait qu'on n'y comprenne rien, hein, l'enfumage de Neptune. Voilà. Neptune étant en carré à Jupiter, Vénus en maison 10 en Sagittaire. Il peut évidemment, là encore, flouter les choses dans le domaine politique ou dans le domaine de ce qu'on va raconter. C'est-à-dire que on peut prendre on va pouvoir, certains vont s'attribuer les chances et les avantages que vont peut-être avoir Jupiter, Vénus, et ils vont chercher à dissimuler tout ça. D'accord ? Chiron en Poisson est en maison 1, donc on nous parle d'une espèce de guérison de cette zone neptunienne, hein, donc liée à l'eau, liée à la conscience, liée à la sensibilité également, d'accord. La lunaison a lieu en maison 11, donc du collectif. Et finalement, ici, on se dit que le message véhiculé, c'est que le collectif a perdu son sens des valeurs et son sens de l'attachement, finalement, à celle-ci. Lune Noire et Vesta sont en 12. Donc, finalement, on va aller chercher, essayer de travailler dans des schémas collectifs qui sont ancrés très profondément, d'accord, y compris dans nos inconscients, parce qu'ils sont certainement très anciens et qui sont basés aussi sur d'anciennes vérités manipulées. Et finalement, Uranus se retrouve en 2. Donc il y a quelque chose qui explose, entre guillemets, on comprend où il y a quelque chose qui se passe de bizarre, dans ce qu'on a, dans ce qui est à nous, dans notre argent, dans nos maisons, dans nos possessions, dans notre bien-être, dans notre image. En fait, on va prendre conscience de quelque chose et finalement peut-être prendre conscience de ce qui est à nous. Je sais pas. Et finalement, dont on peut très bien ne pas avoir à être spolié ou comment dire, ou à être privé. Hein. C'est des choses qui sont à nous. Donc c'est pour ça que finalement cette présence aussi de Mars en cuspide de 2, elle peut indiquer aussi une possibilité que les gens vont trouver à agir individuellement dans ce domaine, hein, pour obtenir des choses, des avancées. Alors la Lune et le nœud évidemment qui sont en maison 5, eux ils parlent de valeurs encore. Il parle d'enfants, il parle de rechercher la spontanéité, il parle de rechercher ce qui est la famille, les valeurs familiales, les valeurs de la noblesse, les valeurs de courage, de loyauté, d'honnêteté, d'intégrité. J'en passe, c'est en tout cas les valeurs du lion et les valeurs de la famille. Donc tout ça, c'est à la base d'une nouvelle construction humaine. D'accord ? Et donc, évidemment, ça indique que notre collectif actuel n'a pas mis en avant les bonnes valeurs pour l'humanité et que du coup, on nous invite à reprendre d'anciennes valeurs qui étaient à la base liées à l'humanité à notre compte, au niveau individuel, je veux dire. GMT plus 9. Donc là, on est sur l'Indonésie, le Japon, enfin cette zone-là. La pleine lune a lieu le 21 à 14h17 heure locale, ascendant 27 degrés 39 minutes, Gémeaux. Donc Gémeaux, relationnel et communication, transport. Mercure est maître de l'ascendant, il fait partie de la lunaison. La lunaison est en maison 8, transformation, changement d'état, changement du mode politique, changement relationnel, voilà, changement financier, c'est beaucoup d'argent, hein, la maison 8.
Donc ici, il y a un éveil collectif avec Vesta, Lune Noire, qui sont quand même en Verseau en Maison 9. Donc on peut avoir un certain nombre d'éveils collectifs sur ce qui se passe au niveau de l'individu, d'accord, de la vérité, de l'individu, de tout ça. Finalement, cet éveil collectif sur certains sujets, il aura lieu via la Lune et le nœud qui sont en Maison 2. Donc finalement, via le concret, via les signes qui vont apparaître dans le concret, via finalement ce qui sera tangible et immédiatement apparent. Pourtant, on va avoir encore le fond du fond du fond de notre idéal, de notre terre Gaïa, avec Junon en taureau, qui reste un peu caché. Hein. On ne voit pas tout puisque elle est en 12, donc dans les secrets et dans tout ce qui est caché et les épreuves. Donc je pense qu'on peut avoir soit l'interprétation qu'on a quelque chose de caché là-dedans, soit une nouvelle épreuve pour la zone. D'accord ? Qui peut demander une transformation importante, puisque Mercure coupe tout un tas de communications, coupe tout un tas de transports, etc. etc. À voir. Ici, donc au niveau collectif, on a Mars qui est donc en Maison 11 en Bélier, donc on a des actions qui peuvent être posées au niveau collectif. C'est-à-dire que l'individu pose des actions pour le collectif, d'accord ? Et des réponses qui sont apportées ne sont pas forcément bonnes puisqu'on se heurte à l'ancienne version, c'est-à-dire à Saturne qui est en carré. Donc du coup, ça frite. On va découvrir de nouvelles sources de profit ou en tout cas une nouvelle possibilité de fonctionnement dans un futur plus ou moins loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des possibilités, il y a de plus en plus ici de possibilités d'avoir des idées, d'avoir des matérialisations de choses qui seront développées après si jamais on change, quand on changera de paradigme, enfin quand on basculera de l'autre côté. D'accord ? Donc là, on est en train dans cette zone-là, de matérialiser des situations qui seront tout à fait pérennes au niveau matériel pour qu'on puisse... probablement tous manger et en tout cas peut-être que c'est mettre une autre monnaie, il y a une histoire là-dedans de nouvelles façons de fonctionner avec possiblement de l'argent. Nouméa, GMT plus 11. Ici on est donc pleine lune le 21, 16h17. Et on est pratiquement pareil que notre GMT. C'est pour ça qu'il y a des fois, je vous dis, je le fais pas. Là, je vous montre que c'est pareil. On est un ascendant à 26 Gémeaux, alors que pour la zone GMT plus 9, on était un ascendant à 27 Gémeaux. Donc ici, on est toujours dans cet aspect mercurien des choses. D'accord ? Par contre, les maisons ont légèrement bougé, ce qui nous donne plutôt... une lunaison en maison 7, donc c'est les partenariats et les contrats là qui sont visés. Les anciens contrats ne sont plus valides, il faut absolument les remodeler, les remodifier, etc. Et on va avoir vraiment une possibilité d'avoir une ouverture, un dégagement, quelque chose qui va être compris dans ce domaine-là et qui va pouvoir peut-être être changé. Donc peut-être un positionnement à Nouméa pour participer, je ne sais pas, au débat et en tout cas poser des choses qui peuvent être intéressantes aussi pour la Terre puisque Junon en taureau est en maison 11, donc on peut avoir quelque chose pour le collectif intéressant au niveau de Gaïa, d'accord, qui se passe là-bas. Donc ça c'est intéressant. De la chance au niveau des Jupiter-Vénus du quotidien, donc on peut avoir de la chance, donc c'est le moment de jouer au loto, hein, et de pouvoir peut-être arriver à suivre des objectifs particuliers et individuels. Neptune en 9 va créer peut-être beaucoup de choses d'intuition, mais on va avoir du mal
à les interpréter en fait. Ça va être un petit peu nébuleux. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, notamment beaucoup de guérisons spontanées au niveau de schémas, au niveau de collectif, au niveau de, voilà, de relationnel des uns envers les autres, donc des pardons. Ça peut se transformer en beaucoup de notions de pardon. Mais il y a quand même cette action, cette volonté d'action, cette volonté de compréhension de la matière et d'action sur la matière qui peut faire que plutôt que d'évoluer d'un seul coup, Neptune va flouter les choses. D'accord ? Donc oui, Uranus en 10 va être rejoint par Mars, donc possibilité d'agir sur le plan politique. D'accord ? Et d'y amener de la lucidité, voire de la pleine conscience avec Uranus. D'accord ? C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc ça, je ne sais pas où j'en suis, 1h10, waouh. La numéro, on est sur du 21 janvier. Donc 21, 2019, ce qui nous donne 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 égale 16. C'est-à-dire la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un arcane du tarot de Marseille que beaucoup ne souhaitent pas avoir puisque c'est un nombre de bouleversements, d'effondrements violents, soudains aussi, hein, c'est pas des choses préparées, c'est plutôt ressenti cet arcane-là comme des coups du sort. La maison Dieu parle aussi du fait de sa forme de volcan, du fait de l'éclair, elle peut parler aussi de séisme, de lieux fermés, comme des lieux de culte, comme des églises ou tout ce qui est lieu de culte en fait, des prisons, et puis de tout ce qui peut être aussi très haut, puisque c'est la hauteur qui est touchée par l'inspiration et l'éveil divin. Donc finalement, quand on s'installe comme ça, quand vraiment on voit les choses, je dirais, dans la vie, on va essayer de figer les choses quand on avance. Hein. On va essayer de les figer, on va essayer d'installer une espèce de routine, on va essayer d'installer une structure en fait. Et puis finalement, la maison Dieu, elle arrive et elle nous rappelle que chaque fois qu'on a des principes qui sont trop installés, finalement, ils doivent être remis en cause. Donc, ici, on a le toit couronne qui vacille. Et finalement, on a toujours avec... Notre évolution fait que normalement, on va toujours avoir besoin de plus grand, de s'expanser. Or là, on est dans quelque chose qui est limité et qui est même dur. Donc du coup, on grandit et finalement, on est dans un truc trop petit. Donc ici, on est obligé de passer par une espèce de transformation, mutation, mais ça se fait de façon violente parce qu'on a construit avec notre ego un truc qui fait qu'on a cru que c'était une sécurité. Donc, globalement, on a trop de choses à l'intérieur et on doit les manifester à l'extérieur. L'éclair qui est au-dessus indique qu'on a une possibilité aussi de prise de conscience rapide d'un certain nombre de choses qui sont trop petites en fait, hein, qui ne peuvent plus nous convenir. D'accord ? Donc c'est une carte qui va nous dire globalement, soit vous évoluez tout de suite et vous revoyez en profondeur votre mode de fonctionnement, parce que je parle des structures, hein, soit ça va disparaître d'une façon ou d'une autre, vous allez être complètement fracassé. Donc du coup, quand on a ça, on rentre dans une période de questionnement, de restructuration, mais qui peut clairement passer à travers une épreuve. On est même, alors quand on tire le tarot, quand elle est mal aspectée, quand elle a d'autres trucs à côté qui ne lui conviennent pas, on peut même avoir des catastrophes, des accidents qui sont dus à des excès, des imprudences, des absences de conscience, etc. Ici, cette maison Dieu, j'insiste bien, elle parle de croissance, elle parle d'évolution et elle parle d'interdiction de se figer dans quelque chose. Donc, on est dans
dans l'obligation finalement d'avancer. Et ici, si on ne le fait pas, on a cet éclair qui sort du ciel, donc qui symbolise le contact divin, qui vient finalement faire ça pour nous aider, qui va taper la tête, donc le mental, d'accord, et qui finalement va descendre par les 3 fenêtres, donc qui vont symboliser finalement les yeux et le 3e œil. D'accord? C'est donc une ouverture, d'un seul coup ça s'ouvre, et c'est une ouverture des sens, donc une pleine conscience. Donc on a finalement le rôle d'Uranus là-dedans. D'accord? Cette tour, on l'a construite pour se protéger, comme les anciens châteaux forts par exemple. Donc ils sont conçus pour que finalement on puisse faire le tour de la coursive et qu'on anticipe une invasion potentielle. Donc finalement sur le plan psychique, ça représente aussi des constructions et des croyances pour anticiper les problèmes. Pour qu'on ne souffre pas, finalement. D'accord? Et donc, finalement, chaque brique de la tour va représenter quelque chose qu'on sait, une de nos compétences, quelque chose qu'on a mis en place pour justement empêcher qu'on vienne nous agresser. Et donc, la construction dans son intégralité représente le moyen de défense. Quand on perd ce truc-là, quand il vient fracasser, on perd ses moyens de défense. D'accord? Parce que, quelque part, on s'est enfermé dans des constructions intellectuelles et qu'on s'est isolé complètement de façon étanche du monde. Toujours pour se protéger, mais c'est une croyance. Donc, on est, même si on est très érudit, vu le nombre de briques, ça doit être quelqu'un de fort intellectuellement, et ça n'empêche pas que, même si on est très, très, très intello, et qu'on a plein de briques dans notre tour et qu'elle est très haute, la démarche va rester totalement artificielle. Elle est mentalisée, donc elle est artificielle. L'ego va être d'autant plus puissant qu'on sait de choses, donc on va être obligé de passer par une flamme qui agresse le sommet et qui la trache. Donc on est toujours sur la tour de Babel aussi, évidemment, historiquement, qui va apporter la confusion des langues et qui doit aussi, dans la Bible, être détruite parce qu'elle est l'œuvre finalement de l'ignorance et surtout pas de la connaissance ni de la sagesse. D'accord? C'est une volonté commune liée à l'ego de quelques-uns. Donc, il y a aussi autre chose autour de la tour. On voit qu'il y a des espèces de boules. Donc, il y en a 13 rouges, 13 blanches et 11 bleues. Hein, qui vont aller montrer que finalement, quand on va casser l'ego, on va semer tout un tas de graines qui sont de toutes sortes, en fait, hein, qu'on va pouvoir libérer. On va libérer pour ensemencer derrière, d'accord? Donc on va avoir le rouge finalement de la possibilité d'action, le bleu de tout ce qui est spirituel et réceptivité, et le blanc de tout ce qui va être de la lumière, et de la transparence et de la pureté. Donc tout ça, ça va être évidemment démultiplié. Le 16, c'est un carré, c'est 4 x 4. Donc le chiffre 4, c'est bien la Terre, d'accord? Mais c'est aussi l'empereur. Et l'empereur, il règne sur le monde terrestre. Donc le 16, c'est le déploiement du 4, c'est le 4 au carré. Donc la matière, évidemment, qui s'épaissit, qui devient une construction, qui devient dense, qui devient hyper contrôlée. Et donc, du coup, plus ce 4 monte, d'accord, plus finalement on a du mal à se libérer de cette matière. D'accord? Et donc, on peut se poser la question, certains se posent la question, si finalement l'épreuve qui est liée au cassage de l'ego, d'accord, est une purification par l'épreuve quelque part, ou par la douleur. D'accord? Donc, l'homme assume son karma,
puisque le nombre 16 est divisible par le 1, le 2, le 4 et le 8. Et donc, 1, 2, 4, 8, ça a pour valeur 15. 15, c'est le diable. Donc, il y a une histoire de destruction qui est complètement intégrée à ce nombre-là. D'accord? Quand on a cette flamme qui arrive, d'accord, elle est là pour finalement amener la pleine conscience et amener à l'homme la connaissance de ses erreurs. Donc, soit c'est une épreuve, soit c'est autre chose, c'est une révélation, mais en fait, cet accès divin est là pour montrer ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, bien évidemment, ça ne va pas être les pierres. D'accord? Donc, on a la tour, le 16, c'est le 7. 1 plus 6, 7. Donc, on a un écho avec le chariot, qui est le 7. Dans le chariot, on voyait que les deux chevaux, le rouge et le bleu, là, ont du mal à avancer. Et donc, c'est les pulsions et les émotions qui sont symbolisées via ces chevaux, qui représentent finalement les élans sauvages, d'accord, qu'on a, alors que la maison Dieu, finalement, va mettre ses pulsions et ses émotions dans deux personnages qui tombent. Et ça veut dire, s'ils tombent, ça veut dire qu'ils ont été domestiqués et qu'on n'en a plus besoin. Ils retournent à la terre, la tête en bas. D'accord? Ils ont la même position que le pendu, le 12, qui s'est pendu tout seul. D'accord? C'est-à-dire que cette case de la tour va signifier qu'on peut traverser une sorte d'épreuve pour soi et sans doute pour notre entourage, puisqu'il y a ces deux petits bonshommes qui retournent à la terre, mais que leur similitude avec le pendu dit attention, tout ça, c'est une apparence. Et donc la sortie de crise de votre truc, c'est le recul et c'est de prendre conscience des choses en retournant à la situation. D'accord? Comme on a avec le pendu. Au dernier stade des niveaux d'interprétation de la maison Dieu, on peut considérer que l'humain va être quelqu'un d'abouti, hein, et que finalement, grâce à cette prise de conscience, il va devenir sensible et conscient de ce qu'il faut faire, de la volonté supérieure. D'accord? Finalement, c'est censé, cette action du divin et ce cassage de l'ego en règle, lui apporter, je dirais, un élargement de conscience, avec de la foi, avec de la force et puis de la paix. Ou certains vont dire de la joie aussi, mais pour moi c'est plutôt le contraire de ce qu'on voit se matérialiser ici, c'est la paix en fait. D'accord ? Les certitudes donc se sont toutes écroulées par les petits personnages qui se retrouvent par terre, et donc finalement on va vers un nouveau cycle de détachement, et ça sera bien le cas puisqu'après on tombe sur l'étoile, le 17, qui est une idée de reliance non pas à Dieu directement, mais carrément aux étoiles, à l'univers. D'accord ? Donc on est vraiment sur quelque chose qui nous parle de la matière, mais de la matière qu'on transcende en fait. D'accord ? Donc on est là pour vraiment grandir et évoluer, et ce carcan dans lequel on a tendance tous à se mettre pour boucher les trous, pour surtout ne pas être vu, etc., voilà, doit être cassé pour être enlevé et nous permettre de croître. Ce qu'on a acquis ne doit pas être entassé dans l'ego et pour faire des constructions comme la tour, en fait. Ça doit être distribué. C'est ça qu'on distribue dans cette histoire d'abondance. On distribue nos propres briques de construction. D'accord ? Et c'est nous-mêmes qui, ensuite, pouvons recevoir les choses. Mais on a distribué nos briques de construction. C'est intéressant, hein ? Ayin, lettre hébraïque. Alors, Ayin, c'est du lourd, Ayin, parce que c'est l'œil de Dieu ou la source. C'est une valeur 70.
Elle est aussi en lien avec le Capricorne. Donc bizarrement, on a tellement de trucs au Capricorne que voilà. Et ces notions clés, c'est de changer de regard sur une situation. Donc là, on voit bien ce qu'on vient de dire avec la tour, la maison Dieu. La deuxième notion clé, c'est la conscience de l'unité, et que même si on ne voit rien, il y a toujours un point d'abondance quelque part dans quelque chose d'aride, donc une source dans le désert. D'accord? Ayin, donc, c'est l'œil. Donc elle apporte, comme Uranus, la vision, la perspicacité pour sortir du 15, du Samek, donc du diable. D'accord? Ayin, c'est finalement l'aptitude à pouvoir voir ce qui est beau, c'est-à-dire la source pleine et entière de toute chose. D'accord? Donc même dans un truc un petit peu, on va dire un petit peu trash, on va vous dire, bah non, moi je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça. Il y aura quelque chose de plutôt sympa, il y aura quelque chose de beau, il y aura quelque chose d'intéressant à repérer là-dedans. Et Ayin, il dit, ok, il n'y a pas de problème, on va y aller. D'accord? Donc c'est vraiment un symbole de perception des choses, c'est un symbole de révélation, de réflexion de l'âme, d'accord? Et c'est un moment où il y a un voile qui se lève, d'accord? Donc on est vraiment, voilà, donc l'œil va traverser un certain nombre de champs de conscience et qui vont finalement nous amener à porter un regard sur ce qui est nous, ni plus ni moins, d'accord? Le 70 est important là, hein, parce que en Gematria, donc bon, je suis pas une folle dingue de la Gematria, mais de temps en temps c'est intéressant. Sa valeur, donc 70, c'est le plus haut degré de l'étude, hein, le 70. C'est-à-dire qu'on a dans la Torah 70 niveaux de lecture. On sait que Israël a eu 70 ans et que c'est un truc gigantesque, etc. On a dans la Torah les 70 nations qui sont supposées de l'époque biblique. On a 70 aspects qui sont les secrets de découvrir dans chaque mot. Hein. Voilà. 70, c'est aussi la valeur de Gog et Magog dans les villes de l'Apocalypse. C'est donc quelque chose qui nous indique qu'il y a une connexion particulière et il y a quelque chose à regarder. Voilà, on a quelque chose à regarder. Donc, dans le Zohar, quand Ayin vient se présenter devant le Saint béni soit-il, elle s'est recommandée, la lettre Ayin, du mot Anava, qu'elle commençait par, évidemment, Ayin, Nun, Vav, E, qui veut dire donc la modestie, la douceur. Mais en fait, Ayin va nous forcer à descendre vers le Nun, et finalement, c'est ce Nun, c'est cette ce grand œuvre en fait qui va faire, donc c'est le poisson, où finalement il y a la compassion extrême. C'est pas cette modestie qui est importante, c'est l'aspect compassionnel de la modestie qui est importante. D'accord, ici. Et donc le Saint béni va la renvoyer, hein, comme presque toutes les autres. Il lui dit, mais non, mais t'es aussi le commencement du mot Ava. Et Ava, c'est la destruction. Donc tu ne peux pas présenter à la création du monde, présider à la création du monde, parce qu'il va falloir, si je t'utilise, commencer par détruire pour ensuite reconstruire. Donc voilà, donc on a quelque chose qui est très lié aussi à notre maison Dieu, qui est particulièrement complexe et qui pourtant nous dit attention, il y a quelque chose de vrai là-dedans, ne perdez pas le truc. Il y a un discernement pour accueillir finalement ce qui est votre pleine conscience avec amour, hein, qui correspond à ce que vous êtes vous, qui correspond à tout ce que vous pouvez donner au niveau de la compassion à l'autre. Et c'est ça qui va vous relier finalement à l'œil de la source, d'accord? Et donc pouvoir être nourri énergétiquement aussi.
Alors, passons aux énergies du collectif et donc suivons notre, notre égrégore révolutionnaire. Donc, on se rappelle de la prise de la Bastille, on se rappelle de Louis XVI, etc. Et donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelque chose qui, finalement, est le thème de la mort de Louis XVI, qui est le 21... Pourquoi j'ai fait le thème de la mort de Louis XVI d'abord? Eh bien parce que la mort de Louis XVI, elle est le 21 janvier, comme la pleine lune. Et donc du coup, ça m'a, quand j'ai vu la pleine lune, j'ai tilté, je me suis dit, mais 21 janvier, c'est pas la date de la mort de Louis XVI? Si. Si, bien vu. Et donc, 21 janvier 1793, 10h22, on exécute, on guillotine, Louis XVI. Sauf que maintenant, comme on peut le voir, c'est pas anodin. Et c'est pas anodin parce que aujourd'hui, pratiquement, si on fait une synastrie, c'est-à-dire qu'on superpose le thème de la mort de Louis XVI avec le thème de notre pleine lune, eh bien, on va voir des choses assez étranges qui vont être que, alors, le thème de la mort simplement de Louis XVI fait état de Verseau ascendant Bélier, avec évidemment, la Bélier c'est la tête. Saturne, c'est pas de tête en Bélier, puisque Saturne est en Bélier. On a beaucoup de choses en maison 12, donc qui font dire qu'il y a quand même une souffrance, il y a quand même quelque chose qui doit être transformé, d'accord? Et on est sur également Vesta, une conjonction Vesta-Jupiter en maison 8. Donc c'est le pouvoir qui installe quelque chose de karmique, d'accord, à transformer en maison 8, opposé à la Lune, le peuple. Bon. Donc on a également là-dedans un Neptune en Scorpion, opposé Saturne, donc un sens de la réalité qui est quand même, on a du mal, et puis un Chiron qui est conjoint Lune Noire, en Cancer. Donc, on cherche à guérir déjà le peuple et la famille, d'accord? Avec toujours cette Lune Noire en Lion. Et bizarrement, évidemment, le soleil du 21 janvier revient normalement au même degré du Verseau que celui de Louis XVI, c'est logique, c'est normal. Sauf que la pleine lune, elle se pose sur la conjonction Chiron-Lune Noire, avec le nœud nord. Donc on voit clairement que suite à ce décès, hein, nous, on prend notre évolution, notre évolution à partir de là. D'autant que Neptune, nous, de notre transit, va aller au-dessus du nœud sud de l'époque, hein, de Louis XVI, que on a tout un tas de choses comme ça, que Jupiter-Vénus, qu'on a vu comme conjonction de la chance, va se matérialiser au-dessus de Jupiter-Vesta en 8 de Louis XVI. Que le Mercure, Saturne, Pluton, machin, se repositionne dans la maison 10, c'est-à-dire les objectifs et puis tout ce qui est lié au Capricorne et tout ce qui est lié au pouvoir. Il y a vraiment des choses qui sont très... Chiron se positionne sur Nessus, qui est la trahison. Il y a vraiment des choses importantes aussi. L'astéroïde Marianne de chez nous, en Gémeaux en ce moment, se positionne sur l'astéroïde Karma de la mort de Louis XVI. Donc on voit que l'égrégore créé, généré et alimenté par la mort de Louis XVI est toujours actif. On est toujours en train de solder des choses de là. Sinon, il n'y aurait pas tous ces aspects communs. Mais c'est pas tout. Quand on fait la progresser, c'est-à-dire que dans un thème, vous pouvez aussi utiliser ce thème en disant, bah voilà, je vais donner la date d'aujourd'hui, la date donc
du 21 janvier et je vais voir ce que ça donne. Eh bien, c'est confondant parce que toutes les planètes sont récupérées ensemble, d'accord? On a, c'est-à-dire, on a en Vierge, c'est-à-dire l'analyse des choses et le quotidien et la matérialisation des choses, hein, la Vierge c'est ça, c'est l'intégration dans la matière. On a le Soleil, on a Mercure rétrograde, donc le mental qui en plus ne comprend plus rien. Nœud Nord, Lune, Karma, Uranus, Lune noire, tout ça dans un mouchoir de poche exactement positionné sur notre Lune. Sur notre pleine Lune. Donc, à un moment donné, enfin, moi je veux bien beaucoup de choses, mais ce que je veux dire, c'est que là, clairement, on est sur une continuité de cet égrégore. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que cette continuité, elle n'est pas sans risque. C'est-à-dire qu'on subit les choses tant qu'on ne les a pas conscience. Et d'ailleurs, qui n'en a pas conscience d'après vous? Je vais essayer de faire vite pour finir. Eh bien, regardez comment ça peut se matérialiser. Notre président Emmanuel Macron, il n'y a pas très longtemps, fait une digression avec les galettes, avec des boulangers, dans lequel il a parlé d'ailleurs sur le sens de l'effort, hein, qu'on n'aurait pas le sens de l'effort, ou je ne sais quoi. Encore une phrase peut-être sortie de son contexte, mais à un moment donné, faut arrêter. Hein, voilà. Et cette connexion du pouvoir à la boulangerie, je vous passe l'explosion de la boulangerie rue de Trévise, a été aussi à la Révolution. C'est-à-dire qu'à l'été 1789, on sait que il y a eu la prise de la Bastille, d'accord? Donc symbole du pouvoir absolu. Il y a tout un tas de choses qui se passent, des émeutes. On commence à mourir de faim. Hein. Et les 5 et 6 octobre, on a une marche des femmes des faubourgs, sur Versailles. Donc elles se réunissent au départ devant l'hôtel de ville pour ramener la famille royale sur Paris, puisqu'ils étaient à Versailles, hein, je vous rappelle. Et qu'est-ce qu'elles ont dit, ces femmes? Donc femmes, comme les femmes des Gilets jaunes ont fait ça, leur marche, eh bien les femmes des faubourgs ont été dire, nous, on va ramener le boulanger, le boulangère et le petit mitron. Connexion à la boulangerie. Cet événement, donc, qui a été directement là, a permis de ramener la monarchie, d'accord? Mais d'obtenir du roi, finalement, de signer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de rester non plus éloigné à Versailles, mais sous l'observation de tout le monde à Paris. Finalement, qu'est-ce qui avait déclenché ça? Il y a eu plusieurs fêtes et festoiements divers et variés à Versailles, fin de l'été, d'accord? Louis XVI et Marie-Antoinette se sentaient menacés depuis la prise de la Bastille, et donc ils avaient fait venir à Versailles ce qu'on a appelé le régiment de Flandre, d'accord? C'est-à-dire de soldats de métier étrangers. Il y a des trucs qui parlent, hein, c'est indéniable. Hein. Marie-Antoinette donc avait organisé un banquet à la Marie-Antoinette en l'honneur des officiers de la troupe, d'accord? Et au milieu de ce banquet, on a piétiné des cocardes tricolores de la Révolution. C'est important. Finalement, tous les échos de ces ripailles sont arrivés, anti-révolutionnaires aussi, hein, sont arrivés dans un Paris qui mourait de faim. Finalement, la colère s'est exaspérée et les femmes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville. Elles ont réfléchi et elles se sont dit, ben nous, on va pas rester là, ça sert à rien, on n'a rien à manger, donc on va aller voir le roi pour lui réclamer du pain. Elles font le chemin à pied de Paris à Versailles et il pleut ce jour-là, le 5 octobre 1789. Tout le cortège arrive devant le château l'après-midi. D'accord? Elles sont complètement trempées.
elles sont déterminées à obtenir gain de cause et elles ont décidé de passer la nuit devant le château. Donc elles font plein de feu et elles chantent, des chants révolutionnaires bien évidemment. Au petit matin, ça monte, l'ambiance commence à se chauffer et donc elles finissent par rentrer dans le château. Donc il y a des bagarres qui éclatent, il y a un garde qui est tué et finalement la foule va arriver. On cherchait évidemment, c'était des femmes, donc elles cherchaient la reine. Elles arrivent jusqu'à l'entrée, la porte des appartements de la reine. D'accord ? Ici, Lafayette, qui était commandant de la garde nationale, apparaît au balcon avec de la cour de marbre. Quand on arrive à Versailles, en fait, il y a une cour complètement centrale, toute petite, hein, qui est la cour de marbre. Et donc, Lafayette amène Louis XVI et Marie-Antoinette au balcon avec le dauphin et donc montre qu'ils sont là et qu'on ne doit pas leur faire de mal. Et donc, le roi dit, bah, mes amis, j'irai à Paris avec ma femme et mes enfants, puisque, qu'est-ce qu'il dit ? C'est à l'amour de mes bons et fidèles sujets que je confie ce que j'ai de plus précieux. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais de toute façon, il n'avait pas le choix. Donc, finalement, l'Assemblée se réunit le 6 octobre et décide de suivre Louis XVI à Paris. Finalement, ça fait un espèce de grand cortège et on a des gardes nationaux, chacun au démarrage du cortège, avec un pain planté dans la pique. C'était pas une tête, c'était un pain. Et au bout de la baïonnette. Et donc, on suit tout le cortège avec... escortant en fin de cortège des chariots de blé, des canons. Les femmes sont en bout de cortège armées de piques et de fusils qu'elles ont récupérés ou des branches de peuplier. Au milieu du cortège, on a les soldats du roi qui ont été désarmés et qui ont été coiffés de force de la cocarde tricolore. D'accord ? La famille royale est au milieu de tout ça et Lafayette est devant avec son cheval. Donc, on a quelque chose qui est, je dirais, toujours de l'ordre de cet égrégore. On voit qu'il y a cette connexion qui s'est rematérialisée sous une autre forme et qui parle bien, finalement, qui sort des bouts, hop, qui se matérialise. D'accord ? Donc on est toujours sur les mêmes choses, encore une fois. On est toujours sur quelque chose qui va chercher cet égrégore. Et encore une fois, on voit qu'Emmanuel Macron s'est personnifié à cet égrégore, s'est intégré à cet égrégore. Donc nous, on est encore dedans. Ce qui va se passer, vous voyez bien que la marche des femmes des Gilets jaunes se confond avec cette marche de la boulangère, du boulanger, du petit mitron. On est sur quelque chose qui matérialise différemment des choses qui ont déjà été vécues. Donc la seule possibilité, c'est de se rendre compte qu'il y a bien un égrégore qui est au-dessus de nous et qui doit, qui ne passera pas, qui ne doit pas passer par la manipulation de ce qu'on est pour obtenir encore un carnage. D'accord ? Il va falloir qu'on trouve le moyen de sortie le plus adéquat. Maintenant, encore une fois, on nous dit que ce moyen de sortie, c'est chouette, c'est de repenser à nos valeurs humaines, nos valeurs de charité, nos valeurs de solidarité, nos valeurs d'humanité. Générosité, foi, etc., etc. D'accord ? Donc voilà, ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, voilà, j'ai pulvérisé encore des records. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour vos messages. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de temps, donc c'est vrai que je suis très embêtée, j'ai pas vraiment le temps de vous répondre à tous. Merci beaucoup pour tous vos vœux, ça m'a fait chaud au cœur, c'est vraiment adorable. Voilà, je vous souhaite une très belle lunaison. Hein, s'il n'y a pas de raison, encore une fois, si nous nous branchons sur notre pleine conscience, nous pouvons vivre des choses qui vont nous amener à des découvertes surprenantes, mais qui vont, comme le dit la Maison Dieu, nous amener à un nouveau cycle. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.